Nous sommes vendredi 22 janvier, il est 14h30 dans les locaux de la FACEF. Je suis Eva Léger, j'interroge aujourd'hui Monsieur Germán Artal Sesma dans le cadre du projet de création d'archives audiovisuelles de la FACEF à partir du recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France. Monsieur Artal, pouvez-vous vous présenter tout d'abord en nous donnant votre nom, prénom, date et lieu de naissance, s'il vous plaît? Oui, ben vous venez de le dire mon nom, mais je répète, Germán Artal Sesma. Je suis né le 10 octobre 1929 à Huesca, dans l'Aragon. Mais évidemment, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, puisque tout de suite après, on m'a ramené à Saragosse. Là, c'est mon premier souvenir, c'est Saragosse. Et là, c'est la guerre d'Espagne, forcément. Et quand Saint-Sébastien est tombé dans les mains de franquistes, pour les appeler de quelque manière, on a passé à Bilbao. Et à Bilbao, mon père était tué au front de Bilbao, puisqu'il était resté fidèle à la République. C'est un homme de conviction. Et quand il a été tué, c'était la veille du bombardement de Guernica, puisqu'il a été tué le 23 avril, et Guernica a eu lieu le 26, je crois. Les compagnons de mon père ont conseillé à ma mère qu'il fallait qu'on parte en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y avait une quantité d'enfants, les enfants de la guerre, qu'on appelle los niños de la guerra, qui partaient en Angleterre. Et bon, on nous a inscrits, et puis on est parti en Angleterre. On a eu beaucoup de chance, puisqu'on était dans une colonie, on appelait ça des colonies, en Angleterre. Je pense que vous avez parlé déjà avec d'autres personnes qui se sont trouvées dans le même cas. Moi, j'étais privilégié, puisque en plus de ça, ma mère était une enseignante. Et donc, on était donc en Angleterre un certain temps, très bien accueillis. C'était le rêve de tout enfant, puisque l'Angleterre se trouvait à des années-lumière par rapport au reste du monde, en tout cas de l'Europe. C'était très beau, donc j'ai eu une enfance vraiment merveilleuse, toute mon enfance. Et donc, au bout de ce temps-là, ma mère, on lui a proposé trois solutions, soit de rester en Angleterre, soit de partir au Mexique pour s'occuper d'une école, ou soit de revenir en Espagne avec l'assurance que rien ne lui arriverait parce qu'il y avait eu des accords entre gouvernement et gouvernement. Elle a choisi la mauvaise chose, forcément, de retourner en Espagne. Et on est retourné en Espagne, et là on est tombé à Vitoria, l'autre province du Pays Basque, Vitoria. Mais il y a un moment donné, forcément, quand vous êtes jeune, vous êtes de moins en moins prudent. C'est le normal. Ils ont pensé, quelques-uns ont pensé que, ils m'ont bien conseillé d'ailleurs, qu'ils devaient partir. Donc ils ont trouvé un guide, ils m'ont mis en contact avec un guide qui faisait ça. Il faisait passer les gens, en plus de la propagande d'un côté comme de l'autre. Et je suis arrivé en France, clandestin. Moi, j'appartiens à la classe des clandestins. Il y a les réfugiés politiques, ceux qui sont venus en 1939. Il y a ceux qui sont venus au milieu des réfugiés politiques et des immigrants, chez les clandestins. J'étais donc clandestin et par conséquent, il fallait prouver que je pouvais être considéré comme réfugié politique, chose qui a été faite. Mais il y avait il y avait quelques partis politiques espagnols qui vous cautionnaient pour que vous ayez les statuts de réfugiés politiques. Vous avez travaillé dans quoi à Paris? À Paris, dans le bâtiment, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai même créé une petite entreprise avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai arrêté, je me suis donné une discipline, créé une discipline. À 5 heures de l'après-midi, je finissais mon boulot pour pouvoir m'occuper d'autre chose. Soit d'apprendre, d'étudier, soit de faire un peu de politique quand même, parce que la politique, évidemment, vous l'avez un peu dans la peau, même si vous vous faites un dilettante, peut-être, je ne sais rien. Je n'étais pas un fada, je n'étais pas un idéologue, mais bon, l'Espagne avait un problème, et on était tous très concernés par ce problème-là, donc il fallait faire quelque chose. J'étais en contact très proche avec le milieu artistique espagnol, à Paris, qu'ils menaient ça très bien,
très 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 bien même. Il y avait un endroit qu'on appelait l'autre consulat espagnol, parce que c'était des communistes qui tenaient ça. Et chaque fois qu'ils venaient en espagnol d'Espagne, ils venaient le voir à eux d'abord. Et après, ils allaient ailleurs. Et vous pouvez me présenter Iberia Cultura, donc depuis sa création Iberia Cultura, si, la création d'Iberia Cultura a été, bon, il a été faite en deux parts, disons. Un jour, il y a une dame, que je ne me souviens plus son nom, qui a décidé qu'il fallait créer quelque chose pour la culture. Et puis, en même temps, c'était un moment où le Parti communiste devait avoir une façade, et ça pouvait être sa façade. Et en 83, je crois, en 1983, on a décidé de créer les lundis, los lunes de Iberia, les lundis de Iberia, Iberia Cultura, le lundi. C'est-à-dire que ce lundi-là, tous les lundis, il y avait quelqu'un qui donnait une petite conférence ou une causerie, comme vous voulez. Moi, quand il y a 50 personnes, je dis c'est une conférence, et quand il y a une dizaine, je dis que c'est une causerie, ça dépend. Et bon, à ce moment-là, on ne mettait pas les noms. On faisait un programme de ce qu'on devait faire, ou ce qu'il voulait faire la personne en question, mais sans mettre son nom dans le programme. D'ailleurs, peut-être que Pamiers vous apportera ce programme-là, parce qu'il a édité un bouquin énorme. Donc, toutes les semaines, tous les lundis, il y avait quelqu'un qui parlait de quelque chose. Et je me suis impliqué à partir de ce moment-là. Quand il arrive le moment de la retraite, il y a beaucoup d'entre eux qui n'avaient pas cotisé suffisamment en Espagne et qui se trouvent ici en difficulté parce que la France ne leur donne que ce qui leur revient. Ce qui leur revient, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé tant d'années, on leur donne tant d'années. Mais les autres années qu'on était travaillé en Espagne, on ne leur donne rien du tout, parce qu'en Espagne, à cette époque-là, on ne déclarait pas ces choses-là. Alors ces gens-là se trouvent dans de grandes difficultés, très grandes difficultés. Et les associations, et surtout la fédération, a fait tout ce qu'il a pu, elle fait toujours tout ce qu'il peut pour les orienter, pour essayer de trouver une solution, c'est-à-dire les petites pensions qu'on peut récupérer en Espagne, et ceci ou cela, parce que c'est vraiment des cas lamentables. Et ça, on n'en parle pas, et je regrette beaucoup que les gens ne pensent pas à ces choses-là lorsque vous les interviewez, par exemple. C'est pénible de penser qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette situation-là et qu'on ne pense qu'à son... Moi, personnellement, je suis très bien. J'ai une pension, une retraite. Et comme j'ai acheté mon petit appartement, comme je ne paye pas des loyers, eh ben c'est en plus que j'ai, si vous voulez. Mais les autres sont vraiment assistés dans la situation pénible. Donc la fédération et les associations, évidemment, mais surtout la fédération, parce que c'est elle qui aide à toutes les autres associations qui sont moins préparées, qui n'ont pas non plus, comment dirais-je, un bureau très bien préparé, avec des permanents, des professionnels qui, en plus d'être dans le mouvement associatif, c'est des professionnels du mouvement associatif et qui peuvent mener ça d'une manière importante. Et puis les responsables de la fédération qui se réunissent très souvent, qui discutent de tous les sujets, et puis chacun a son petit coin à lui. L'un s'occupe de ceci, l'autre s'occupe de cela. Mais je pense surtout, moi, à ces pauvres hommes et femmes, d'ailleurs, qui, pendant l'euphorie de l'époque d'activité, étaient très bien, et que maintenant, ils sont vraiment dans une très mauvaise situation et un peu oubliés de tous. Donc la fédération essaye de faire quelque chose qui ne fait pas l'administration. Il faut évidemment que l'histoire de l'immigration, sur laquelle je vous ai expliqué pas mal de choses, il me semble, soit mise en apparence, qu'on n'a pas besoin d'être un héros pour pouvoir compter dans l'histoire, parce que l'histoire se fait avec ces petites choses-là. Comme on dit en espagnol, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. C'est ça qu'il faut compter. Un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Alors, toutes ces choses-là que tous ces émigrés, femmes, hommes, ont fait,
eh ben, c'est très important parce que l'Espagne d'aujourd'hui aurait tardé beaucoup plus longtemps à être ce qu'elle est sans l'aide de ces gens-là, ces personnes-là. Leur départ, leur apport en travail argent, leur aide constante, il ne faut pas les oublier. Surtout, voilà ce que vous pouvez mettre comme le mot de la fin. Ne pas oublier ceux qui aujourd'hui se trouvent dans la dèche, c'est-à-dire qui sont très embêtés, qui n'ont pas de possibilités, qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas oubliés, pas par la France. La France leur donne ce qu'il leur doit, par l'Espagne, parce que l'Espagne ne leur donne pas ce qu'il leur doit. Avoir travaillé 20 jusqu'à 30 ans en Espagne, ou 35 ans, et ne pas avoir été déclaré, et de ce fait ne pas avoir le droit à quelque chose, ça me paraît terrible, quelle que soit l'administration du moment.